Il est 13h45, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet expresso printanier. Je m'appelle Michael Foisset, je suis directeur de l'agence commerciale Entreprise région Pays de la Loire et Bretagne Sud. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner Quentin Delisle, que vous connaissez sans doute déjà beaucoup plus que moi, qui est CS Trader. Bonjour Bonjour Quentin. Mickaël. Alors aujourd'hui, on a prévu de vous parler de plusieurs choses comme chaque mois. On est sur un contexte un peu particulier puisque le début de l'année a été très volatile. Donc on va aborder un petit peu de gaz sous des formules différentes, naturelles, liquéfiées, de l'électricité. On va parler aussi géopolitique car vous n'êtes pas sans savoir que c'est assez tendu en ce moment sur la scène internationale. Et je voulais tout simplement qu'on commence par les fondamentaux. Nous sommes au printemps. On a le soleil qui revient, même s'il fait encore plutôt froid. Donc, comment se passe la sortie de l'hiver et quels sont les points sur le stockage de gaz, Quentin? En effet, tu as raison. Dans la vidéo de teasing, on l'a rappelé à ce moment-là, il fait froid aujourd'hui. On est en dessous des normales de température et cela encore pour quelques jours, au moins jusqu'à la fin de cette semaine. Après, on retrouve des températures autour des normales, voire même au-delà des normales de température. Donc, moins d'appels au gaz quand on est au-dessus des normales et plus d'appels au gaz quand on est en dessous des normales, comme aujourd'hui. Euh, la sortie de l'hiver se fait avec des taux de stockage de gaz en Europe, c'est-à-dire vraiment tous les pays d'Europe cumulés, aux alentours de 35%, ce qui est un chiffre plutôt bas, puisque par rapport à la même époque l'année dernière, nous étions autour de 57%. Attention, ce n'est pas non plus un point bas extrême, puisque globalement, en moyenne, sur les 7 dernières années, nous étions aux alentours des 39%. Donc il y a 4% de décalage par rapport à la moyenne des stockages des 7 dernières années sur cette sortie d'hiver. En 2018, pour rappel, on était tombé à 18% de taux de remplissage dans les stockages à la fin avril. On avait eu du coup une vague de froid assez forte en février et on avait déstocké au fur et à mesure sur le reste de la sortie de l'hiver. Donc, on a des nouveaux stockages qui sont dangereux, mais pas non plus très très inquiétants pour l'instant. Mais la période d'injection va être quand même très surveillée. Et cela se fait sans les flux par gazoduc que l'on avait les années précédentes. L'année dernière, nous avions encore 5% de gaz russe qui passait par le transit ukrainien et qui, du coup, sont à zéro depuis le début de l'année. Par contre, comme tu le disais, Michael, tout à l'heure, c'est que globalement, on compte sur les flux de GNL, gaz naturel liquéfié, produit aux États-Unis, au Qatar, en Australie, bien d'autres pays et encore aussi en Russie. On a encore un flux qui est de l'ordre de 14% des 40% de GNL importés du coup en Europe. Et ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, on a des importations records de GNL pour cet hiver 2024-2025. On avait en février même un record de total d'importation sur ce qu'on a pu observer du coup ces 10 dernières années. Et cela va se matérialiser aussi par le fait qu'il n'y avait pas forcément une forte compétition avec l'Asie à ce moment-là. On a de plus en plus une compétition qui est en train de se former. On a le nouvel an lunaire, donc il y avait une pause estivale dans l'économie chinoise qui du coup avait légèrement diminué à ce moment-là les importations de GNL. Cette dernière période est finie et du coup on repart sur une demande un peu plus forte et donc peut-être avec plus de compétition, on le verra, entre les prix du coût du gaz européen et les prix du gaz asiatique. Donc un marché du gaz qui est encore sous tension, avec beaucoup de discussions autour de potentielles reprises de gaz via le transit ukrainien en provenance de Russie. Est-ce qu'on va réouvrir Nord Stream? Est-ce que les maintenances norvégiennes vont être impactantes sur le marché du gaz à court terme, sachant qu'on va rentrer dans une phase quand même croissante de période de maintenance? On va voir si les maintenances programmées vont tenir le programme prévu ou si elles vont être décalées et dans ce cas-là, pouvoir mettre encore plus de tension sur le marché. Donc, un marché du gaz qui reste sous tension à cette sortie d'hiver, même si on affiche une certaine baisse des prix et on y reviendra par la suite dans cet expresso. D'accord. Mais je vais rester sur l'aspect météo, en fait, puisque quand on parle du quotidien, on a souvenir qu'il y a eu beaucoup de pluie en 2024. J'ai la sensation qu'il fait nettement plus sec début 2025. Et donc, quels sont les impacts côté production ENR qu'on peut avoir, notamment sur l'électricité? Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est que globalement, on attend beaucoup moins d'hydroélectricité pour cette année qu'on a pu en avoir l'année dernière. Et d'une part, parce qu'il y a eu aussi moins de neige. Et la fonte des neiges, et donc profite à la production d'hydroélectricité, ne sera pas forcément autant présente que l'année dernière.
faut voir aussi qu'on a une forte baisse du vent, pas seulement que de la pluie, mais aussi du vent qui impacte directement le marché, puisque la production éolienne a chuté presque de 2 TWh par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, en conséquence, on a produit 2 TWh d'éolien de moins que l'année dernière à la même époque. À côté de ça, par contre, au niveau solaire, on est globalement à la même production, on va dire. Donc, on est plutôt pas mal. Et en plus, on est sur le bas de la production solaire quand nous sommes en hiver. Et la production solaire va augmenter au fur et à mesure qu'on va qu'on va arriver dans le printemps et arriver en plein été où là, la production est maximisée avec le plus d'ensoleillement par jour. Donc, on a cet effet de cloche solaire qui va arriver sur le reste de l'année, potentiellement aussi un peu de baisse au niveau de l'éolien, mais qui, d'une certaine façon, se compense. Sur l'activité du nucléaire, par contre, on remarque qu'on a une très très bonne production nucléaire en France. On a plus de 4 TWh de plus produits entre janvier et février de cette année qu'entre janvier et février de l'année dernière. Donc c'est une très bonne nouvelle et ça rassure le marché. Franchement, le marché de l'électricité, on peut dire qu'il est en bonne santé aujourd'hui. L'intermittence des ENR se retrouve plus dans les prix allemands, où du coup, on a vraiment en faveur du coup de la France un delta de prix d'une vingtaine d'euros du mégawattheure. Vu que tu parles d'Allemagne, je pense qu'on va enchaîner directement sur l'aspect géopolitique. Mais comme tes interventions me suscitent quelques questions, je voulais rappeler à nos auditeurs que vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat. On va essayer d'y répondre en fin de séquence. Donc, côté géopolitique, tu parlais de gaz, de Nord Stream et des acheminements. On a, à mon sens, basculé vers une dépendance au GNL qui nous lie un petit peu aux États-Unis. Et les États-Unis aujourd'hui, c'est Donald Trump. Quelles incidences ça peut avoir pour le continent européen et la France en particulier? Alors, comme tu le dis très bien, Michael, c'est que le GNL, qui était du coup une variable d'ajustement sur le marché gazier il y a quelque temps, est devenu une sorte de nouvelle dépendance. Alors, je ne dirais pas qu'on a directement créé une dépendance par rapport au gaz naturel américain, mais on a créé une certaine dépendance vis-à-vis de différentes places de marché, comme le Qatar, la Russie et les États-Unis, encore à ce jour. Donc, se pose la question du gaz russe, par gaz naturel liquéfié, qui vient par bateau, qui est interdit d'être transbordé, mais qui est quand même fortement impactant sur notre marché européen. L'aspect de l'administration Trump, on l'a vu, et on a vu ses conséquences déjà sur les marchés boursiers, et sur l'impact aussi du prix du pétrole. D'ailleurs, je vais demander à ce qu'on puisse projeter un graphe qui, du coup, va nous montrer l'évolution d'un basket de prix de l'énergie depuis le 1er janvier 2025. C'est un graphique en base 100. On va essayer de le mettre en plein écran pour que ce soit plus lisible. Voilà, donc vous avez sous vos yeux l'évolution en base 100 au 1er janvier 2025 de l'évolution du gaz pour la livraison 2026, de l'électricité, du Brent, du CO2 et du charbon. On voit la tension qu'il y a pu y avoir sur le marché du coup de l'énergie au début de l'année avec des hausses assez conséquentes et ensuite une baisse des cours au fur et à mesure. Baisse des cours qui, du coup, est aussi bien présente sur le marché du pétrole. On a vu l'OPEP+ qui a augmenté sa production et en même temps, la crainte de l'administration Trump, dont on parlait juste avant, d'avoir mis en place des tarifs douaniers, impacte fortement l'anticipation de la croissance économique et de la demande mondiale. Et donc, dans ce contexte-là, on a vu les prix s'effondrer. On voit que les marchés aussi boursiers sont chahutés en fonction des différentes annonces. Et donc, la géopolitique est très, très présente du coup sur le marché de l'énergie. On a vu le gaz aussi diminuer au fur et à mesure, tout comme l'électricité, avec les bonnes nouvelles qu'on a évoquées précédemment. Il faut regarder aussi qu'on a toutes les tensions au Moyen-Orient, dont on entend moins parler dans l'actualité proche aujourd'hui, mais qui sont toujours un facteur de risque si ça devait toucher la zone du Qatar, le détroit d'Ormuz, pour les exportations de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. On a toute la compétition potentiellement avec certains pays du bassin méditerranéen sur le GNL. Et la guerre en Ukraine continue d'être forte en ce moment même, avec des installations énergétiques touchées. Et donc, cela va créer aussi un bruit parasite sur l'évolution des prix. Donc, globalement, on voit que la géopolitique est très, très, très forte depuis maintenant presque une moitié d'année, j'ai envie de dire, depuis le fin d'année dernière jusqu'à aujourd'hui, et que l'administration Trump, on a encore énormément de volatilité. Merci pour la projection du graphique.
Donc voici en grand écran. Du coup, le gaz, en fait, qu'est-ce qui le fait baisser au-delà des interventions de Trump et est-ce que c'est une tendance durable ou pas? Alors, effectivement, c'est une question qui est venue dans le chat hein, sur cette forte baisse du coût des cours du gaz. Globalement, il y a aussi l'appel de différents pays au fait de ne plus imposer un taux de remplissage à 80%, à 90%, pardon, au début de l'hiver prochain. Et donc, certains pays ont appelé à diminuer ce dernier de 80%, ce qui serait largement suffisant pour pouvoir passer l'hiver. Cependant, la Commission européenne ne semble pas en adéquation avec cela. Mais du fait qu'on a les pouvoirs publics qui commencent à être vus, on a vu aussi des spéculateurs prendre peur d'une décision du coup de la Commission européenne qui pourrait faire chuter du coup les primes de risque qu'il y a du coup sur ce taux de remplissage. Et donc, dans ce contexte-là, les spéculateurs se sont retirés du marché et on a vu les prix chuter rapidement. Par ailleurs, on avait aussi un peu moins de froid, donc un peu moins de demande, du GNL de façon confortable et en plus une activité économique un peu morose avec des anticipations à la baisse globalement sur la demande. Donc, vu qu'on est dans les tendances, on voulait en parler, on va en continuer avec les questions qui arrivent sur le chat, notamment en fait un mécanisme qui interpelle, pourquoi les calendriers lointains 28 à 30 sont supérieurs au calendrier 27 en électricité? Alors, effectivement, donc on parle plus de la forme de la courbe des prix forward, hein. On l'a évoqué sur certains expressos. Backwardation, contango. Backwardation, les prix sont plus bas au fur et à mesure que le temps passe, et contango, les prix remontent. Donc là, on est sur une petite backwardation sur les 2 premières années, avec 26 et 27, 27 étant plus bas que 26, et ensuite, on a un contango sur le fait que les prix remontent. D'ailleurs, sur le gaz, si on regarde bien, on est sur une backwardation jusqu'en 2028, hein, globalement, voire même 29, avec des anticipations de gaz naturel liquéfié. Sur le contexte de l'électricité, on a des publications de différents rapports qui vont donner une tendance comme quoi il y aurait potentiellement plus de consommation du fait de l'IA, l'intelligence artificielle, des data centers, peut-être aussi le côté très production électrique pour la mobilité électrique, tout cela qu'on n'a pas forcément vu arriver ces dernières années qui pourrait finalement se retransférer à partir de 2028, 2029 et au-delà. Il y a aussi le contexte de liquidité de marché. Il y a encore peu d'acteurs qui sont prêts à vendre ou à acheter du coup de l'électricité sur ces maturités-là. De ce fait, on se pose des questions sur le niveau de prix réel et le marché se cherche en termes de tendance. Donc, au fur et à mesure que le temps va passer, on aura peut-être plus de liquidité, on aura peut-être une diminution du coup de cet écart entre 27 et 28, ce qui pourra atténuer cet effet de contango et avoir des prix plus flats au fur et à mesure que le temps va passer. Et les continues s'enchaînent, merci à tous. Il y en a une assez sympathique dans le sens où j'ai l'habitude de conseiller de se poser le plus tôt possible pour anticiper ses achats d'énergie, ne serait-ce que pour définir une stratégie. Dans les questions, on a un interlocuteur qui a un contrat qui se termine fin 25. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il prenne sa décision maintenant ou qu'il laisse le temps filer jusqu'à la fin de l'année pour se positionner? Ah, très bonne question. Très difficile de pouvoir y répondre comme d'habitude, mais globalement, je pense que, tes commerciaux et toi-même, vous partez sur des offres aussi dites à prix indexé pour pouvoir lisser les effets, de la volatilité, pouvoir commencer à prendre des positions dans le contexte où les prix sont relativement bas, par rapport à il y a encore, quelques semaines. Ça peut être aussi un exercice budgétaire, pour pouvoir le gérer, sachant qu'on a vu, des étés où les prix ont pu flamber, du coup, en raison de canicules, de défauts de production, de grèves en Australie, que sais-je. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, du coup, entraîner une hausse des prix, pour cet été potentiellement. Donc il n'y a pas forcément de très bonnes réponses. Je pense qu'il y a par contre des offres, qui peuvent s'adapter et l'équipe de Mickaël, je pense, pourra, y répondre. Merci Quentin, il nous reste une minute. Du coup, on répondra aux questions qui pourraient continuer à arriver ultérieurement. Pour respecter ce timing d'un quart d'heure, je tenais déjà à vous remercier à tous de votre participation. Vous avez un petit questionnaire qui est disponible pour nous faire vos retours sur le contenu, les échanges. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, merci Quentin Merci Mickaël, et bon après-midi à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. à très bientôt.